va essayer de faire court, faire une petite conclusion. Moi, je trouve qu'on a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de richesse, de contenu. Euh, Est-ce que ces premières rencontres de la supply chain, toi qui es l'homme de l'ubérisation, t'ont inspiré? Ah, ça marche, hein? Ah Ça oui, marche, oui. oui. Ah, mais c'est bien parce qu'on va bronzer un peu, là. C'est plutôt, vous qui avez été enfermé toute la journée, là, vous avez la lampe à UV si vous voulez venir sur scène. Bon, moi, je vous ai faussé un petit peu compagnie. Si j'avais 2 rendez-vous et puis je voulais voir Nadal gagner son quart de finale, donc je suis quand Et même allé faire. Donc j'étais très tu inspiré tu par nous Roland Garros. annonces qu'il a Ouais. gardé, il a Voilà, gagné le. il a gagné Très bien. et après c'est une Espagnole qui sera en finale pour la 3e fois, hein, si certains sont intéressés par les scores du tennis. Donc ça nous éloigne un tout petit peu de la supply chain. Mais non, non, c'était passionnant. Alors, ce qui est toujours intéressant dans un événement, en fait, c'est quand c'est pas linéaire. Bon. À partir du moment où on a des spécialistes de la même matière toute la journée, même les spécialistes sont ennuyés, en fait. Donc c'est toujours bien d'avoir un Jean-Marc Baquet ce matin qui a quand même fait un show, je veux dire, un général qui vous fait rire tout le temps. Enfin, c'est contre-intuitif. Enfin, Et avec ouais. beaucoup de fonds. Et avec Et avec beaucoup de beaucoup de fonds, non, fonds. non, mais moi je le connaissais déjà, il est un type exceptionnel, mais je me souviendrai toujours d'une anecdote. Il y a, en 2013, François Hollande, dont vous vous souvenez peut-être, qui était un président de la République français, remarquable par ses qualités comiques et de stand-up, bon. Ouais. Mais vient en Israël. Oui. Bon, part en Israël et on l'accompagne en Israël et on avait monté une délégation d'une soixantaine de start-upers, PME que j'avais emmené avec moi. Et à un moment donné, il y a un discours de clôture avec Shimon Peres, qui est malheureusement décédé depuis, Benjamin Netanyahou et François Hollande. Bon. Vous vous rappelez des sondages du début, enfin de la fin aussi, mais du début du quinquennat de François Hollande, et il a fait son plus long déplacement à l'étranger ever, comme disent les Anglais. Il n'avait jamais fait un tel déplacement. Il est resté 3 jours et demi. Et donc à un moment donné, il commence son discours en disant: je voudrais d'abord dire aux journalistes que je sais que ça les inquiète qu'on rentre, mais on va quand même rentrer. Voilà. Non. Et il commence et il fait tout un tas, parce qu'il est vraiment très drôle. Enfin bon. Et donc, à un moment donné, Benjamin Netanyahou, qui n'est pas forcément le comique de situation le plus étonnant du monde, On a vu. s'est dit, et Shimon Peres part après, 92 ans, un discours sans feuille, en anglais parfait, etc., et commence à faire de l'humour. Et Netanyahou monte sur scène, il faut que je sois aussi drôle qu'eux. Et on a découvert effectivement un Netanyahou à contre-emploi, très drôle, parce que non seulement c'est un type qui a un charisme incroyable, qui est très impressionnant quand on l'a face à soi, mais qui était très drôle. Et donc du coup, ce qu'on a tous retenu, c'est effectivement cette espèce de contraste, hein. Et donc la vie, c'est du relief. L'uniformité, il n'y a rien de plus banal et de plus triste. Et finalement, vous allez faire du relief, donc ça c'était fantastique. Bon, mon intervention était particulièrement bonne, bien évidemment, mais Elle était sinon, très remarquée. les Hein. autres étaient, Oui. étaient pas mal non plus. Oui. Non, je plaisante. Non, non, c'était super. Et puis d'avoir fait monter des jeunes sur scène. Alors moi, je déteste dire des jeunes, parce que j'ai l'impression que j'ai pris, je sais pas combien, bon, l'impression que ça faisait pas si longtemps que tu as pris. Hein. mais j'ai peur que. J'ai peur que. Et c'est assez amusant parce que finalement, ils disent n'ayez pas peur du changement. Alors c'est rigolo parce qu'en fait, on disait la même chose à nos parents, qu'on dit la même chose à leurs grands-parents, etc. C'est pas vraiment nouveau, c'est-à-dire que la machine humaine est une machine à fabriquer de l'habitude. C'est-à-dire, vous êtes des futurs vieux, hein, donc faut vous habituer. Faut quand même vous habituer à l'idée que, à moins que Google ne tienne sa promesse de nous vivre au-delà, de faire vivre au-delà de 120 ans, et vous serez demain aussi pétri d'habitude. Et donc que du coup, il y a aussi des vieux jeunes et des jeunes vieux. Et pour avoir monté le premier incubateur, je pense, en France, intergénérationnel, en 2012-2013 en France, avec Parrainés à Croissance, on s'est aperçu que quand on mettait en situation des gens de plus de 55 ans ou de 60 ans de changer d'univers, de leur donner un vrai challenge et une vraie reconnaissance, ils étaient parfois plus adaptables que des gens de moins de 25. Donc c'est surtout une question de contexte. Vous laissez quelqu'un dans un contexte où on lui a déjà programmé son obsolescence, quel cas des seniors, ben forcément, il est plus très apte au changement, il n'en a plus envie. Vous le changez de contexte, il devient jeune. Donc, bon, voilà, donc il faut relativiser. Puis la deuxième chose, mais j'ai rien contre vous, hein, surtout, vous avez l'âge de mes enfants. Mais heureusement que j'ai une petite fille de 9 ans, j'ai bien fait de me remarier une deuxième fois, ça me permet à l'impression d'être jeune. Donc je me remarierai dans une quinzaine d'années pour avoir une troisième vie. Mais c'est vrai qu'en réalité, vous n'êtes pas encore la vraie génération du digital. Hein, la vraie génération du digital est l'âge du smartphone, c'est-à-dire il y a 11 ans. Et donc, en gros, elle a 11 ans aujourd'hui. Hein, et donc, celle-ci, dont on regarde les études neurologiques, hein, qui changent dramatiquement, votre cerveau n'a pas changé. C'est vos habitudes qui ont changé. Les enfants dont on analyse aujourd'hui le cerveau, ceux qui ont moins de 6 ans, leur cerveau change. Et donc, effectivement, on voit une baisse du taux de concentration qui est juste dramatique. Aujourd'hui, c'est une pathologie, demain, ça sera naturel. Bon.
La deuxième chose, on voit la mémoire diminuer, ce qui est un vrai problème puisque l'être humain est basé sur la mémoire. Et la troisième chose, mais au sens où on le mesure, donc c'est peut-être pas la bonne façon de le mesurer, c'est une baisse du quotient intellectuel. Alors, heureusement que je t'avais demandé d'être un petit peu joyeux là pour terminer. Oui, mais c'est bien. Mais alors, si, bon, si, alors je vais être ah ouais, oui, voilà, parce joyeusement. que La bonne aide-moi un nouvelle, petit peu, oui. c'est qu'on est gouverné depuis 50 ans Ah. par des gens qui ont un QI exceptionnel et qui nous ont juste plantés dans le mur. Donc, j'allais dire aujourd'hui, le QI et l'intelligence sont deux choses tout à fait séparées. Donc, rassurez-vous, c'est pas un problème. Nous voilà rassurés. Alors, tu as vu, effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, on a aussi essayé de faire passer et de montrer que ces métiers de la supply chain, justement, étaient capables de réunir toutes les générations et avaient besoin, d'ailleurs, de travailler avec l'ensemble de ces générations. Tu as vu aussi également que ce congrès avait pour objectif voilà, de montrer ô combien la supply chain est au cœur, hein, entendu ce cœur battre, de l'entreprise. Tu sais aussi que la SLOG, on a des combats un petit peu similaires parce qu'on se bat pour l'entreprise française. Alors pour l'entreprise française au niveau mondial, pas contre les autres entreprises, mais on se bat pour que toute cette énergie que nous avons en France, tout ce savoir-faire que nous avons en France, on soit capable, je dirais d'abord d'en être fier, d'en prendre conscience, et je pense qu'on peut faire beaucoup plus de choses encore que ce que l'on fait aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un des éléments qui est important à ce stade, c'est comment aider nos entreprises, je dirais, à se doter d'une supply chain d'excellence pour être plus performantes encore qu'elles le sont, et puis qu'elles croient un petit peu plus en elles. Je crois que toi aussi, de ton côté, tu travailles sur un certain nombre de sujets qui sont parallèles, et tu as aussi un événement très important auquel tu voudrais nous convier. Donc je te laisse le soin de nous présenter cet événement. C'est les minutes publicitaires gratuites. Bon, il y a plusieurs choses. Je pense ce matin, j'ai vraiment, dans mon intro, si vous vous en souvenez, parce que mêler au milieu des blagues, après on finit par oublier ce qu'on a dit de sérieux, mais faire une grande différence entre le fait de satisfaire le consommateur et satisfaire l'humanité. Le fait de faire un consommateur heureux ne fait pas un citoyen heureux forcément. Ça peut. Alors après, on peut se poser des questions de savoir ce que c'est que le bonheur. Est-ce que c'est un renouvellement perpétuel et quantitatif de petits stimulés agréables, ou est-ce que le bonheur, c'est un autre état? Bon, là, il y a plein de philosophes qui se sont penchés sur la question et beaucoup sont tombés. Donc, mais il faut continuer à se poser la question. Le fait d'avoir des consommateurs satisfaits dans leur acte de consommation doit se doubler de la volonté d'avoir des citoyens heureux. Bon. Et donc, en fait, je ne sais pas, vous avez entendu beaucoup de gens à la télé ou dans des colloques vous dire on est dans la 4e révolution industrielle. Il n'y a pas de révolution. Je ne sais pas qui a vu une révolution quelque part aujourd'hui, il n'y a pas de révolution. Il y a simplement une accélération et une disruption dans les modèles économiques, la formation et la captation de la valeur, le capitalisme de survalorisation face au capitalisme boursier. Mais la vraie révolution, elle va le venir quand l'intelligence artificielle va produire tous ses effets. Là, ça sera une révolution. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas simplement changer l'économie ou la façon dont on la fait, elle va changer l'homme, ce qui est profondément différent. Et donc, le fait de changer l'homme, de pouvoir avoir le décodage de l'ADN, de pouvoir commencer à la réparer, de commencer à l'interfacer, de commencer à l'augmenter, on se dispute toujours avec Luc Ferry sur le sujet, il dit que ce n'est pas de l'eugénisme. Moi, personnellement, pour moi, c'est de l'eugénisme. C'est-à-dire, c'est une volonté de créer un être différent. Alors, vous avez sûrement lu le bouquin de Yuval Harari, Sapiens. C'est assez éclairant. C'est effectivement, est-ce que c'est la fin de Sapiens et on crée une nouvelle espèce? Mais en tout cas, personne ne se pose la question de ce qu'on est en train de créer. Et c'est quand même très perturbant parce que quand on ne joue qu'avec de l'économie, j'allais dire, c'est impactant, mais ce n'est pas le plus grave. Quand on commence à jouer avec l'homme, c'est une autre question. Donc, je ne sais pas si ça sera bien ou si ça sera mal. Si une société plus individualisée, une médecine plus personnalisée, un consommateur plus personnalisé, c'est bien ou moins bien. Je ne suis pas là pour juger les choses. J'en ai pas ni la capacité ni l'envie. J'ai mes convictions personnelles. Mais à un moment donné, je pense qu'on ne se pose pas assez la question de savoir quelle société on a envie de bâtir et comment on va aider les gens à s'adapter. Bon. Et donc, après ce bouquin, je crois que ces 18 derniers mois, ce que je n'ai pas prévu, j'ai dû donner près de je crois, 300 conférences dans 8 pays. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, donc maintenant je parle chinois, indien, enfin c'est fantastique. Et donc du coup, après ces conférences, je suis revenu avec 3 idées très rapides. 1, 99% de nos concitoyens, partout, ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Et ça ne dépend pas de leur niveau intellectuel, ça ne dépend pas de leur niveau social,
au plus haut des organigrammes que j'ai rencontrés, même des conseils d'administration, le fait qu'il y ait une vision forte derrière ceux qui nous l'imposent n'est pas du tout compris. Bon. La deuxième chose, c'est en France particulièrement, on a des tout petits et des très grands. Et donc du coup, on est les plus mal équipés. Pourquoi les plus mal équipés? Les plus mal équipés. Les plus mal équipés. Ce qui signifie que les gros ont une puissance fantastique, mais pas la souplesse, l'agilité, la rapidité pour muter rapidement. Et les petits sont trop faibles pour s'adapter. Et pour l'instant, les grands et les petits ne savent pas fonctionner ensemble. Donc du coup, l'urgence pour la France, en tout cas, c'est d'arriver, effectivement, ce n'est pas de l'agilité, ce n'est pas de l'entreprise libérée, comme on disait ce matin, c'est comment réassembler tous les éléments d'écosystème pour les faire fonctionner en harmonie. Et ça va demander une transformation incroyable des organisations petites et des grandes organisations. Et puis la troisième chose, c'est que finalement, quand on regarde les études sur le cerveau et qu'on voit que l'homme est en train de muter, comme il a muté déjà depuis très longtemps, quand les grands singes ont vu pour la première fois la couleur, ça a fait muter en moins de 100 000 ans la totalité de la végétation, nos organes digestifs, tout a muté. Bon. Et ce qui est très important, et les anthropologues le rappellent toujours, c'est que la vraie mutation, elle est invisible. Donc c'est pour ça que j'adore les gourous qui passent avec nous sur les plateaux télé. Ils vont vous dire comment ça va se passer dans 10 ans. Mais ils n'en savent rien. C'est juste des gourous. Bon. Et donc, du coup, à un moment donné, il faut arrêter. Personne ne le sait, en réalité, parce que la vraie mutation, elle est invisible. Donc, il faut rester très modeste. Il faut donc, la seule chose qu'on puisse faire, c'est adapter. Donc, on s'est dit qu'on allait monter, de façon très immodeste et ambitieuse, le plus grand événement au monde dans lequel on expliquerait, on débattrait et on déciderait. Exposer parce qu'il faut que les gens comprennent ce qui est en train de se passer, où est-ce qu'on est aujourd'hui, quelles sont les tendances, qui sont que des tendances, et comment on peut s'y adapter. La deuxième chose, débattre. Est-ce que vous préférez le modèle chinois, le modèle américain, le modèle européen, le modèle africain? C'est à vous de choisir. Mais il faut faire un choix. Pour faire un choix, il faut d'abord être éclairé. Et puis la troisième, moi j'adore toutes les grandes conférences mondiales. J'ai eu la chance d'être, enfin je ne sais pas si c'est une chance, d'être invité au Davos au mois de février dernier. Pour un petit entrepreneur comme moi, c'était juste, j'étais une anomalie d'ailleurs. Tout le monde me regardait, me montrait du doigt. Bon, regardez, c'est un petit entrepreneur français. Ça fait double petit entrepreneur. Donc c'est tout petit. Et d'ailleurs, quand je suis revenu le soir, j'étais sur France 24 ou sur CNews. Et on me dit, Denis Jacquet, vous êtes petit entrepreneur français au Davos, ça veut dire vraiment t'es un nain, qu'est-ce que tu foutais là? Bon. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Et la même réponse que j'ai fait dans les 3 médias qui m'ont interviewé le même soir, c'est citez-moi, vous journalistes qui suivez ce truc depuis 45 ans, citez-moi une seule décision qui a été prise au Davos en 45 ans. Et là, vous avez un grand silence. Pourquoi? Parce qu'en 45 ans de réunion des 10 000 personnes soi-disant les plus puissantes du monde, ils n'ont pas accouché d'une seule décision. Donc on a décidé d'être le premier événement au monde où on viendrait, on débattrait et ensuite on déciderait. Et donc on va lancer 3 actions mondiales que pour l'instant je ne peux pas dévoiler, mais qui vont être financées, suivies. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas laisser ça aux politiques qui, n'ayant jamais travaillé, ne peuvent pas juger ce que c'est que le travail et donc l'économie. Et on va le faire nous-mêmes, entrepreneurs, jeunes, étudiants, sociétés civiles, ONG, incubateurs. On va se prendre par la main. Et si on veut aider le monde à changer, on va le faire nous-mêmes, avec eux, mais pas par eux. Et ça, je pense que la grande leçon qu'il faut tirer là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, regardez, Macron a confié à Jean-Dominique Sénard, qui est vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié et beaucoup de respect, en même temps, que je vois très souvent, une mission avec Nicole Notat sur la responsabilité sociétale, parce qu'aujourd'hui et demain, ce seront les sociétés qui vont assumer la société de demain, ce n'est plus les gouvernements. Ils sont endettés, ils n'en ont plus les moyens, l'argent ne va faire que refluer, donc c'est à nous, citoyens, de prendre en main notre propre avenir. Donc ce que je vous propose, c'est de nous rejoindre, vous verrez, ça s'appellera Day One, donc c'est dayone-event.com, le site va être est en ligne depuis quelques jours, mais on ne l'a pas encore annoncé, donc vous avez une info super confidentielle, juste pour vous. Le privilège, il y a des journalistes dans la salle. Donc vous l'aurez, oui. Donc Day One Event, 28, 29 et 30 novembre, on a choisi volontairement un quartier très défavorisé qui n'est pas français, qui s'appelle Monaco, qui est un quartier socialement défavorisé. Parce que vous savez, où il y a trop de pauvres, où il y a trop de riches. Bon, là, il y a trop de riches, donc c'est défavorisé aussi, quelque part. Et donc, on va le faire là-bas. Et l'idée, effectivement, c'est que vous aurez chaque année 3 décisions majeures mondiales prises par les Asiatiques, les Africains, les Européens, les Américains et progressivement les Américains. Et qui seront derrière toi, en fait, de ces pays déjà? Est-ce que tu as déjà des grands groupes qui vont suivre cette démarche? On a déjà une vingtaine de grands groupes qui m'ont fait l'amitié au début
de soutenir un projet PowerPoint. C'est-à-dire, moi, j'avais 3 slides, un rêve qui était d'aider le monde à s'adapter. Si vous voulez, bonjour, je voudrais adapter le monde. Alors, soit on t'enferme tout de suite, il y a l'hôpital Sainte-Anne, donc vous y allez en Uber ou en taxi, c'est assez simple. Soit les gens vous prennent un peu au sérieux, certains ont eu la faiblesse de croire que je pouvais faire arriver ce truc-là, et donc m'ont donné les moyens financiers de le faire. Et puis on a commencé à agréger autour de nous des Européens, et puis depuis 3 semaines, j'ai eu le privilège de faire le journal de 20 heures à Taïwan, ce que je n'avais pas prévu dans mon petit truc. Donc du coup maintenant on a des Taïwanais, on a des Coréens, on a des Japonais qui nous rejoignent. On a nos premiers speakers américains. Là on a invité Elon Musk, on a invité Jack Ma, on a invité Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn. On aura Richard Branson qui sera là, on aura Christine Lagarde qui sera là juste avant le G20. Et on aura aussi sur scène des livreurs de Deliveroo, que je quitte à l'instant. J'étais avec le patron de Deliveroo qui est en passage à Paris, parce qu'on aura aussi les gens qui font cette économie digitale, c'est-à-dire ceux dont on parlait ce matin. Le livreur, s'il n'est pas là, il n'y a plus d'Amazon, il n'y a plus de Deliveroo, il n'y a plus d'Uber Eats, il n'y a plus personne. Et moi, quand je vivais aux États-Unis, il y a un truc très marrant que notre ami connaît certainement, qui s'appelait la journée sans les immigrés. Les hispaniques, qui sont majoritairement les immigrés américains, ont dit on va s'arrêter une journée, juste pour que des imbéciles comme ceux qu'on peut avoir à droite à gauche réalisent à quel point, sans les immigrés, il n'y a plus de pays, parce qu'ils font tous les jobs que les autres ne veulent plus faire. Bon. Et donc, quand ils s'arrêtaient une journée, le pays était bloqué. Mais ils le faisaient très positivement, à l'américaine. On organisait des déjeuners dans la rue, on rencontrait des rencontres de culture. Il n'y avait pas de train arrêté, il n'y avait pas de fumigène. Pas d'avion qui... Non, on ne lançait pas des trucs sur les touristes. Bon. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment important. À un moment donné, comment peut-on prétendre à Davos refaire le monde avec 10 000 personnes, quand au final, c'est la masse infinie de ceux qui sont dans les usines, qui livrent, qui conduisent les Uber, etc., qui font cette économie digitale. Donc, il faut qu'on les mette sur scène à égalité. Et donc demain, si Bezos vient, ce que j'espère, puisqu'en plus son dernier immeuble s'appelle Day One, donc ça lui fera une raison de plus de venir chez nous, on le mettra face à un ouvrier d'une des usines qui n'est pas la sienne, en disant mais vous êtes riche en trilliards, je gagne $8 de l'heure, qu'est-ce qu'on fait pour partager cette valeur? Donc je pense, voilà, moi je suis très inquiet sur l'état du monde, dans le sens où si les populistes continuent à s'installer, les populistes vont échouer bien évidemment, donc ça nous laisse une législature de 5 ans, et puis 5 ans pour qu'ils échouent. Ce qui veut dire qu'on a 10 ans pour mieux partager la valeur, se centrer sur l'homme, donner un projet à cette planète, et ça c'est universel. Ça c'est universel. Donc voilà, donc on va essayer de prendre des décisions qui peuvent parler autant à un Chinois, un Américain, un Africain, etc. Et à nouveau, avec un ancrage très fort entre l'Europe et l'Afrique. Denis, merci. Voilà encore un projet qui met l'homme au centre de nos préoccupations, qui était aussi l'un des thèmes de ce congrès. Donc un grand merci. Nous pouvons t'applaudir. Et puis rendez-vous à Monaco alors, dans quelques semaines. Ouais. Merci beaucoup. Vous assurez la supply chain de l'événement, on va se débrouiller. Ouais. On a un petit peu dérapé sur le temps, donc il ne me reste plus maintenant qu'à faire les remerciements. Alors si je commence à remercier tout le monde, je pense qu'on en a à peu près pour 1 heure, 1 heure et demie, tellement que c'était riche. Donc je vais essayer d'aller vite. Donc bien entendu, je remercie Florent Ménégo qui nous a fait un exposé extraordinaire sur sa vision de la supply chain Michelin. Laurent Venot également, donc, qui nous a parlé aussi de ce qui était fait chez L'Oréal. Je voulais remercier les organisateurs. Je vous ai dit que c'était 3 ans de travail, mais clairement pour préparer ce... Oui, je crois que vraiment on peut les remercier. Alors, il y a les organisateurs en termes de fond, donc j'étais déjà sur le fond, puis après il y a les organisateurs en termes d'animation. Alors sur le fond, 3 sociétés se sont vraiment très impliquées. Donc à la fois le groupe L'Oréal, donc avec Laurent Venot et Régis Le Tourneau, le groupe LVMH et Louis Vuitton, donc Vincent Barral pour LVMH et Stéphanie Roth pour Louis Vuitton et Stéphanie Roth pour LVMH, ainsi que le groupe Michelin, Pascal Zamit. Donc je pense qu'on peut vraiment les applaudir puisqu'ils ont géré nos 3 actes de cette pièce. Alors, tous les intervenants prestigieux, je ne vais pas vous citer, mais vraiment un immense merci. Je n'ai entendu dire que de grande qualité sur les tables rondes. Enfin, moi-même, j'ai suivi toutes celles que j'ai pu suivre. Donc vraiment un immense merci. Les femmes et les hommes de l'ombre qui ont travaillé d'arrache-pied pour monter cette journée, alors sous la direction de Valérie Macrez. Alors ovation, s'il vous plaît. Je ne sais pas où elle est. Bien entendu, elle ne va pas vouloir venir. Où est-elle ?
Ah, peut-être qu'elle va venir sur scène, Valérie. Peut-être qu'on aura... Ben, tiens, voilà. Donc vraiment un grand merci. Alors dans l'ombre, on a Laetitia, notre chargée de com, qui a monté tout l'événement là au niveau, qui a monté le film sur la supply chain, etc. On peut l'applaudir. Je voudrais aussi remercier la technique aussi du pavillon d'Armenonville parce que là aussi, en fait, on a très très peu répété et ça a super bien fonctionné. Donc un grand merci à vous aussi également. Alors, dans nos équipes, je veux aussi citer Xavier Deric, qui a énormément bossé sur la prévention. Je veux citer Pierre Fournet, aussi, alors, Xavier Deric était, on va dire, le directeur du projet de cet événement. Et donc, Pierre Fournet, du cabinet Léon, qui a été le chef de projet, je peux vous dire qu'il en a vraiment bavé. Parce que quand on lui a proposé, Pierre, de prendre le projet, il a dit « Ouais, j'y vais ». Quand il a vu les énergumènes qu'il y avait autour de nous à la première réunion, j'ai vu ses yeux vraiment, je dirais, se baisser et s'écrouler. Mais bon, Pierre, on y est arrivé. Donc un grand merci, Pierre, aussi, pour ton aide. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais citer un certain nombre de personnes. Bien entendu, les animateurs Jean-Philippe Guillaume de Supply Chain Magazine, ami et qui nous suit aussi, qui pousse la slog depuis des années, et puis Jean-Marc Vittori des Échos qui nous a aussi fait la gentillesse d'animer. Nos partenaires, alors nos partenaires Platinum, je vais les citer, les Platinum quand même, EY, EOL, Fenwick, Generix, L'Oréal, j'ai oublié personne, et puis bien entendu tous les autres, parce que si on n'avait pas eu aussi les Gold et les Silver, donc ça aurait été un petit peu difficile de monter l'événement. Donc un immense merci à vous les partenaires. Et qui j'oublie? Ah oui, je voulais dire un petit mot aussi sur nos amis de l'Agora. Donc Michael Lejar, je ne sais pas s'il est là, Michael, mais en tout cas à son bureau. Donc habituellement, l'Agora des Supply Chain Managers font leur gala au pavillon d'Armenonville au mois de juin. Et pour nous être agréables, ils ont donc avancé leur gala de 2 mois. Donc ça a été fait au mois d'avril. Et donc un grand merci de nous avoir laissé la primeur du mois de juin qui nous arrangeait beaucoup. Et je pense qu'on peut aussi applaudir l'Agora du Supply Chain. Et puis pour terminer, je voudrais vous remercier vous tous, vous toutes et vous tous, parce que sans vous, on n'aurait pas eu cette belle journée. Et vous nous avez vraiment donné de l'énergie, donc un grand merci. Et puis maintenant, on a un super cocktail dînatoire qui nous attend dehors. Merci à vous tous.